Bon, première unité, ben, c'est un phénomène qui se passe en ville, c'est un phénomène qui est lié à l'urbanisation. L'urbanisation, c'est le processus d'augmentation dans les populations des villes. Okay? Donc, à partir, je dirais, de la modernité, la ville devient très importante par rapport à la campagne. Okay? Alors que, je dirais, dans le monde traditionnel, mettez-les au Moyen Âge, mettez-les sous Louis XIV, hein, c'est sympathique, Louis Xavier, donc, il y a quand même 90% des gens qui vivent de l'agriculture, donc qui sont des agriculteurs d'une façon ou d'une autre, et qui vivent nécessairement à la campagne. Aujourd'hui, la proportion s'est complètement inversée. Il n'y a peut-être même pas 5% de la population, en tout cas au Québec aujourd'hui, qui vit de l'agriculture, qui vit à la campagne de l'agriculture. Essentiellement, la population, elle se retrouve dans les villes. Hein? Et donc, c'est ce phénomène-là, le passage d'un à l'autre, qui va être qui va être très définitoire. Hein? Donc, les gens vont partir de la campagne, quand ça va, c'est comme ça que ça va se passer, et vont s'installer en ville, dans les quartiers les plus malfamés. Hein? Dans les plus laids quartiers de la ville. Donc, on part de la campagne et on se ramasse sur le béton et pas du beau béton, comme ça. En termes de rupture, regardez ce que ça fait, en fait, dans notre façon de voir le monde. C'est notre façon de voir notre rapport au monde. Hein? Donc, dans le monde traditionnel, les gens vivent à la campagne, les gens font, je dirais, de l'agriculture, produisent, en fait, simplement la nourriture, comme ça, qui permet de nourrir eux autres d'abord et ensuite, je ne sais pas, 10% de plus de monde. Okay? Donc, quand il y a 90% des gens qui font de l'agriculture, ben c'est parce que l'agriculture n'est pas si performante que ça et qu'avec ce qu'ils font de nourriture, ben, ils sont juste capables de faire vivre 10% de la population. Reste que, et ça c'est fondamental, quand on est dans un domaine agricole, quand on vit à la campagne, on vit proche de la nature. Et l'agriculture, elle est soumise à la nature. C'est-à-dire, je dis, il mouille ou ben non, il mouille pas. Si il mouille trop, c'est pas bon, puis s'il mouille pas pantoute, c'est pas bon non plus. Mais il n'y a rien qu'on peut y faire. La nature, elle domine, hein, je dirais, l'humanité. Hein, si tout d'un coup, il commence à avoir du vent ou des tempêtes de sable, ben, on peut rien y faire. Donc, on subit la nature comme ça. Et on voit que la nature est une force qui est nettement supérieure à ce que tous les êtres humains peuvent faire. Donc, on vit avec la nature. Dans la modernité, quand on passe en ville et où le principal mode de production est l'industrie ou le commerce, hein, le monde tel qu'on le connaît, je veux dire, aujourd'hui, là, hein, s'il mouille ou s'il mouille pas, ça change-tu quelque chose? Vous avez toujours de l'eau dans votre robinet, vous avez toujours de l'électricité dans votre switch, interrupteur, comme ça. Tout fonctionne quand même dans le monde moderne. Je veux dire, on n'est plus soumis à la nature, on est soumis à, je dirais, davantage la culture, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de contact avec des êtres humains, alors que, je dirais, dans la tradition, on a un contact, je dirais, d'autorité avec la nature. Ici, on a un contact avec des êtres humains. Vous savez, hein, que vous voyez un paysan, je veux dire, en 1900, en, en 1670, mettons, dans le temps de Louis XIV, hein, cette personne-là voyageait, allait jamais plus loin que 20 kilomètres de où elle était née. Hein? Donc, il n'y avait pas d'affaires. Et cette personne-là voyait essentiellement sa famille. Hein? Et une fois, peut-être par mois, une fois par semaine, s'ils étaient très religieux, ben, ils voyaient des gens à l'église. Hein? Je dirais que dans une journée du cégep, quand c'est pas un contexte d'épidémie, hein, donc vous voyez plus de gens dans une journée que le paysan français va voir dans
toute sa vie. Okay? Donc, on vit maintenant, je dirais, c'est le propre de la modernité, on va vivre dans un environnement humain et non plus un environnement naturel. On va dire un environnement culturel et non plus un environnement naturel. Donc, je vais arrêter ça ici. Je vais devoir vous rebuter. C'est vrai que ça fait très économiste, mais en fait, le terme très simple, je dirais, c'est l'importance de l'argent. Tout d'un coup, l'argent devient important parce qu'on peut acheter et vendre des choses. Et à l'essentiel, donc l'argent, c'est la monétarisation, là, hein, donc ça devient de la monnaie. Je donne les termes scientifiques ici, mais simplement, c'est l'importance que l'argent a dans la société moderne. Dans les sociétés traditionnelles, il n'y a pas vraiment d'argent pour les crottés, pour les pauvres. Là. Ils n'en ont pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Et je dirais que l'argent, l'utilisation de l'argent, elle n'est pas généralisée dans la société. Ce qu'on a plutôt, c'est un rapport, je dirais, de confiance, un rapport qu'on va appeler le clientélisme, hein, d'avoir des clients. C'est quoi ça, globalement? C'est qu'on n'a pas besoin, en fait, d'argent dans la mesure où, ben, en fait, personne n'en a, mais les gens ont à l'égard les uns des autres de la dette, en fait. Ils ont comme une sorte de dette, une reconnaissance. Ça se passe comment? Ben, ça se passe comme dans la vraie vie avec vos amis. Là, tu sais. Moi, par exemple, mon ami me demande d'aller l'aider à finir de poser son bardeau, finir sa toiture. Oui, on va finir la toiture, donc moi, je dois travailler, puis je monte sur le toit, puis on fait les affaires. Il ne me paye pas, là, voyons, il me paye. Je ne voudrais pas avoir d'argent, c'est mon ami. Mais en même temps, je sais que, indépendamment de ça, un jour, je vais probablement y emprunter son trailer, ou il va venir m'aider à bûcher du bois, ou peu importe. En fait, il y a comme une sorte d'échange qui s'effectue, et c'est pas monétarisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se fait payer dans ça, mais il y a quand même, je dirais, un échange, un travail qui est fait, et ça se passe en dehors du circuit de l'argent. Ce qui arrive avec l'argent, avec le marché, la monétarisation, c'est qu'il y a des gens qui deviennent des professionnels de faire des toits. Donc, ces gens-là, donc, on les paye, puis là, ils montent sur le toit, puis ils finissent la job, ou ils font la job, et voilà, je veux dire, ils reçoivent leur argent, puis ils s'en vont, puis on ne les a pas parlé, puis il n'y a pas de rapport de confiance autre que, si je te paye, tu me fais une bonne job. Hein? Et c'est pas un rapport, en fait, humain, c'est un rapport, je dirais, d'égoïsme, de l'intérêt. Toi, tu essaies d'avoir le terme qu'on utilise pour ça, c'est des roofers. Hein? Donc, tu essaies d'avoir le roofer hein, le moins cher possible, puis lui essaie d'avoir le plus gros contrat, puis à un moment donné, les intérêts se croisent et tout d'un coup, Joe le roofer, il fait ton toit. L'autre particularité, je dirais, de la monétarisation, je dirais de l'importance de la valeur monétaire, c'est que c'est des valeurs qui sont subjectives. Hein. Dans la tradition, les valeurs, elles sont objectives, c'est-à-dire qu'elles vont être intrinsèques. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, prenez par exemple une pièce d'or, qui est la monnaie traditionnelle, mais la valeur de l'or, elle est dans la pièce. Hein? Je veux dire, puis si tu coupes ta pièce en deux, elle vaut exactement la moitié, comme ça. Si vous avez un billet de banque, un 20$, d'ailleurs, je me rends compte qu'on ne peut plus déchirer les 20$, mais mettons qu'on peut les déchirer, vous pouvez les couper, je veux dire, si vous coupez le 20$ en deux, il ne vaut plus rien. Hein? Ça vaut, si vous passez, par exemple, votre 20$ dans un moulin à viande, là, je veux dire, ce qui va ressortir tout d'ailleurs, je serais curieux de voir ce qui se passerait. Là. Ça ne vaut plus rien. Si vous passez de l'or, vous allez péter votre moulin à viande, c'est certain, mais je veux dire, ce qui sortirait vaudrait encore la même affaire que ce qui est rentré. C'est parce que la valeur, elle est dans l'or. La valeur dans de l'argent, la valeur, hein, elle est symbolique, elle est surtout subjective. C'est parce que nous y donnons, nous y accordons de la valeur que votre 20$, il vaut 20$. Et puis encore là c'est un exemple, c'est la monnaie de papier, mais encore aujourd'hui, le principal
principale transaction, ben c'est de l'électricité dans un fil, là. Hein? Je veux dire, c'est pas ça qui a de la valeur, en fait. Il faut bien comprendre que c'est parce qu'on leur en donne. Et c'est de la même façon qu'il faut comprendre la distinction entre l'art traditionnel, c'est-à-dire la beauté d'une peinture comme la Mona Lisa, hein, la Joconde de Léonard de Vinci, vous savez ce que je veux dire. Hein? Donc, ben, elle est dans la beauté, elle est dans la peinture. Alors que dans l'art moderne, ben, je veux dire, des exemples d'art moderne, c'est le carré blanc sur fond blanc ou le barbouillage de Jackson Pollock. Ben, c'est parce que nous, spectateurs, on y voit de la valeur, on y voit de la beauté, que la beauté, elle est dans ce tableau-là. Alors qu'on va reconnaître que la beauté de la Mona Lisa, donc la beauté de la Joconde, elle est dans la peinture. Donc, c'est cette distinction-là. Donc, la valeur, je dirais, de l'argent et comment ça nous influence. La valeur d'un humain dans le monde traditionnel, elle est intrinsèque, c'est-à-dire elle est dans l'humain. Okay? Alors que, je dirais, la valeur d'un être humain dans la modernité, c'est en fait sa valeur d'échange, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en tirer. Hein? Comment on peut le rendre utile? Et c'est pour ça, par exemple, que dans la tradition, on va garder Pépère. Hein? Pépère, donc, il est là, puis c'est Pépère, puis il se place ici. Et il y a comme une place dans la cuisine, là, quelque part. Alors que dans la modernité, ce qu'on fait avec Pépère, ben, c'est qu'on l'envoie au CHSLD où il pogne la COVID. Hein? C'est-à-dire, c'est ça. Il n'y a plus d'utilité. Je dirais, il n'y a pas de valeur à Pépère s'il ne peut pas faire d'autres choses. Donc, il n'y a pas de valeur en soi. La valeur est toujours extérieure. Donc, c'était la modernité du point de vue du marché. Donc, on va continuer. Et je pense que ma prochaine rubrique, c'est la démocratie. Le terme aussi laisse penser que c'est la démocratie, c'est comme les États-Unis, hein, ou le Canada, hein, alors que la Chine, c'est pas démocratique, et la Russie, c'est pas démocratique. On va pas envisager la démocratie comme le fait d'aller voter une fois aux 4 ans, comme ça. Donc, c'est sûr que ça peut pas se réduire à ça. Et c'est pourquoi, ici, je parle de démocratisation. Donc, hein, tous les mots en isation, ça désigne des processus, donc des choses qui s'étalent dans le temps et qui sont jamais vraiment complètement abolies. On n'est jamais complètement démocratique comme ça. Et si on définit donc la démocratie comme le processus d'égalisation des individus, c'est-à-dire que les individus deviennent de plus en plus égaux, comme ça. Et on se dit, ben non, il y a plein de riches, puis il y en avait en fait, il y avait bien moins de riches avant, et ces riches-là étaient bien moins riches qu'ils sont aujourd'hui. Ce qu'il faut regarder, c'est la masse, c'est-à-dire l'ensemble des individus, l'ensemble de la société. Et l'ensemble de la société aujourd'hui participe plus au pouvoir, a plus de bénéfices que c'était le cas dans la tradition. Donc, hein? Et regardez la démocratisation, comment, je veux dire, des démocratisations qui sont vraiment significatives. C'est, par exemple, ce qu'on est en train de faire là, l'éducation, apprendre à lire et à écrire. OK, ça a l'air niaiseux comme ça, là, mais il n'y a personne qui ne veut pas le savoir. Ah non, moi, je ne veux rien savoir de lire. Je ne veux rien savoir de savoir lire ou savoir écrire. Non, je veux dire, dans le temps, autant, mettons, on parle de Molière ici, donc 1670, il y avait 10% peut-être de la population qui savait lire et écrire. Aujourd'hui, il y a des écoles. C'est nouveau, ça, des écoles dans l'histoire. Hein? Donc, il y a des écoles qui font que ben, à peu près tout le monde est capable de lire ou d'écrire. Nous, on est en train de se perfectionner là-dedans. Là. C'est rien que ça qu'on fait. Hein? On perfectionne la lecture, on perfectionne l'écriture. Mais c'est une grosse démocratisation, c'est une grosse égalisation des individus. Autre phénomène, en fait, qui va être lié à la démocratisation, c'est, je dirais, le refus de l'autoritarisme. Donc, on ne peut plus
utiliser, je veux dire, je dirais la grosse autorité comme on le faisait avant. Et ça, c'est un phénomène de démocratisation. On ne reconnaît pas qu'il y a quelqu'un qui est meilleur, fondamentalement meilleur que nous autres, qui vont nous dire quoi faire. Tout le monde est assez égal pour ça. Regardez comment ça constitue une rupture politique, je dirais, donc entre la tradition et la modernité. On reste toujours avec notre idée qu'on est à la campagne et que la nature nous domine, hein, comme ça. Donc, on est d'une façon ou d'une autre dominé par la nature. Et il y a des gens qui se prétendent, je veux dire, prétendent connaître la nature ou être capable de régler la nature, finalement, en faisant des prières. Alors, je pense qu'on peut dire que ça ne marche pas, ça. Hein? Mais néanmoins, les gens reconnaissent une autorité morale, hein, au clergé. Hein? Ils reconnaissent une autorité je dirais morale ou une autorité politique aux guerriers qui sont capables de se battre. Donc, on vit dans un monde qui est foncièrement inégalitaire et qui reconnaît qu'il y a une élite, hein? Et la plus forte, je dirais, la plus forte manifestation, c'est la nature, donc Dieu ici. Et donc, on a une élite qui connaît la nature, comme ça. Il me semble que le monde aurait dû allumer, là, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, mais je pense pas qu'il va mouiller parce que tu pries, là, OK? Mais d'une façon ou d'une autre, c'est fini ce temps-là, on vit en ville, donc on vit dans un monde moderne. On a rompu avec cette tradition-là de l'élitisme, donc on vit dans un monde humain où on se constate que tout le monde, on est pas mal tout fait pareil, hein? Il n'y a personne qui est, je dirais, fondamentalement supérieur aux autres. Donc, et c'est ce qui va nous amener à une démocratie qui s'oppose à l'élitisme. Hein? Donc, tout le monde est doté de raison. Comme ça. Comment je pourrais l'illustrer là? Les démocratisations, on va pas passer dans ça. On va plutôt aller voir notre prochaine œuvre qu'on appelle la nation, c'est-à-dire, en fait, très simplement, le monde. Okay? La nation, le terme peut porter à confusion et on va, dans un premier temps, distinguer trois choses. Hein. Il y a la nation, qui sont les gens. Il y a l'État. Hein, l'État. Donc, Louis XIV disait que l'État, c'était moi. Donc, l'État, c'est la structure de pouvoir, en fait, qui s'applique sur la population et sur le territoire. Hein. Donc, la nation, je dirais, travaille le territoire et le territoire, donc, c'est ce qu'on appelle le pays. Donc, il faut distinguer ces trois choses-là. Nation, pays, qui est le territoire, nation, qui sont les gens, et l'État, qui est la structure de pouvoir, la structure qui fait qu'il y a des frontières quelque part, hein, et qu'il y a il y a des lois, il y a de l'asphalte, il y a l'État qui collecte des taxes, puis qui change les taxes en asphalte, puis qui met de l'asphalte pour faire des routes. Et tout ça, c'est des structures, donc de l'infrastructure qui appartiennent à l'État. Hein. Et la nation, c'est les gens, c'est la population. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, la nation, c'est-à-dire la population, a conscience de son unité. Hein? Quand on lit les révolutionnaires français, pour eux, la nation, ça s'opposait au roi. Il y avait le roi, puis il y avait la nation, hein? C'est-à-dire la population et je dirais le chef de l'État, donc le roi, Louis XVI, dont on a fait une rupture de Louis XVI entre le corps et la tête en 1793. Bon. Donc, regardez comment la rupture ici, elle se passe du point de vue politique, hein, entre la tradition qui se passe à la campagne avec une noblesse, c'est-à-dire une élite comme ça, qui est possesseur de la terre. Et le roi, lui, c'est ultimement lui, c'était hein, comme le disait Louis XIV, l'État, c'est moi, je suis propriétaire du territoire de la France. Hein. Comme, je veux dire, vos parents ont peut-être une maison, donc la maison, il y a un terrain, ils sont propriétaires du terrain. Ici, le roi de France, et la plupart en fait, tous les rois se considèrent, probablement que
Ben Salman en Arabie Saoudite se considère propriétaire de ce territoire-là. Avec la modernité, donc, c'est la population qui devient importante. Et aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est qu'une nation et que c'est la nation qui est propriétaire du territoire. Par exemple, le territoire du Québec appartient à la nation québécoise. Le territoire mettons, la Suède appartient à la nation suédoise, c'est-à-dire la population qui est comme propriétaire du territoire. En fait, je dis propriétaire, mais ce serait davantage possesseur, parce que tu ne peux pas être propriétaire d'un territoire. Hein? C'est ça. Donc, prendre une petite pause ici, 2 secondes. Attendez-moi 2 minutes. On a cette idée de progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès? En fait, qu'est-ce qui est le rapport entre la modernité et le progrès? C'est que la modernité croit au progrès. Donc, si on croit au progrès, si on adhère à cette idée que le temps qui passe est bénéfique parce que ça sera mieux, en fait, les choses évoluent et les choses s'améliorent avec le temps. Donc, on est dans une perspective moderne, alors qu'il n'y a pas vraiment d'évolution dans la tradition. Dans la tradition, il y a de la répétition. Donc, le progrès, donc, s'il faut en donner une définition, on dira que c'est le passage du temps, donc envisagé comme bénéfique. Et, en tout cas, la question se pose, est-ce qu'on croit encore au progrès avec le changement climatique, avec la raréfaction des matières premières? Peut-être pas tant que ça aujourd'hui, mais néanmoins, il faut avouer que pour beaucoup de choses, on adhère à cette idée-là du progrès en se disant que les choses évoluent et deviennent meilleures. C'est la raison pour laquelle vous avez acheté votre iPhone 18, par exemple, et non parce qu'il était meilleur que votre iPhone 17. Hein? Donc, le passage du temps, le temps a fait qu'on a amélioré l'iPhone. Si on ne croit pas à ça, ben on peut rester avec un téléphone, je veux dire, la première génération de téléphone. Donc, pour les ordinateurs, c'est la même chose. Votre ordinateur est encore bon que vous allez en acheter un autre parce que les choses ont progressé. Il est plus puissant, il y a un plus gros écran, c'est comme ça. Même dans nos vies, si on regarde notre mode de vie aujourd'hui, on trouve qu'on est beaucoup plus on a beaucoup plus de confort que nos grands-parents et que nos arrière-grands-parents pouvaient avoir. Hein? Donc, le temps a passé et les choses se sont améliorées. Hein? Regardez comment ça s'organise en termes de rupture par rapport à la tradition. Donc, la tradition, c'est un mode de vie toujours qui est proche de la nature et dans la nature, les choses se répètent. Les choses se répètent, les choses sont circulaires. La Terre, elle est ronde et la Terre tourne sur elle-même et elle tourne ensuite autour du Soleil, de sorte que les choses se répètent d'année en année et ce qui devient important pour savoir quoi faire dans l'avenir, c'est le passé. Hein? À quel moment dois-je planter mes carottes ou mes radis? Hein? Donc, on va parler de radis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça n'existe pas des radis en canne. Hein? Il me semble qu'il doit y avoir une raison à ça. Hein? Donc, avec l'importance du passé, quand je dois planter mes radis, ben, je dois les planter au même moment que je l'ai fait l'année passée. Puis, comment je savais à quel moment l'année passée? Ben, parce que je regardais ce que mon père avait fait, comment il avait planté ses radis, comment son père avant lui avait planté les radis à ce moment-là. Évidemment, il y a des gens qui essayent d'innover. Je vais planter mes radis au mois de mars. Eh bien, tout d'un coup, les radis ne germent pas. En tout cas, donnent pas ça ne pousse pas et on crève de faim. Donc, pour jouer safe, en fait, pour jouer, pour survivre, en fait, on va donc planter des radis à la même époque qu'on les a faites les années passées. Donc, le passé est important et c'est ce passé qu'on veut conserver dans la tradition par un phénomène de répétition. Et l'image du temps qu'on a, c'est une image du temps circulaire, c'est-à-dire que les choses se répètent. Hein? Et la modernité va donc
faire une rupture avec ça. Donc, on va vivre davantage dans un monde culturel, c'est-à-dire un monde dominé par l'être humain. Et tout d'un coup, le temps va devenir linéaire. C'est-à-dire que pour que les choses se ramiotent et qu'on aille toujours vers quelque chose de mieux, mais ça ne peut pas être circulaire, parce que circulaire, ça ne change pas. Hein? Donc, le progrès implique une vision du monde qui a un temps linéaire. C'est-à-dire, et tout d'un coup, c'est l'avenir qui est important. Vous étudiez aujourd'hui parce que vous pensez que votre avenir va être meilleur que votre présent. Hein? Si votre avenir était censé être pire que votre présent, ben, ça ne servirait à rien d'étudier. On va tous commencer l'héroïne, par exemple. Hein? Donc, l'importance, donc, est dans l'avenir. Hein? Si vous mettez de l'argent en banque, c'est parce que ça va fructifier plus tard. Hein? Et ce que vous faites, c'est souvent en fonction de ce qui arrive plus tard. Alors que dans la tradition, donc, on répète les choses et il n'y a pas de progrès. Et les progrès qu'on a eus, je veux dire qu'on a eu, qui se sont fait sentir dans les 150 dernières années qu'on est en train d'étudier, il y en a beaucoup, hein, des progrès techniques. Le train, l'auto, l'avion, c'est du point de vue du progrès, je dirais de la capacité à se déplacer. C'est fantastique. Autrement, le vrai moyen de déplacement, c'était à pied. Hein? Et pensez pas que, je dirais, un cheval, c'est comme dans les films, dans les westerns, où les chevaux, ils courent pendant une demi-heure. On ne peut pas faire courir un cheval pendant une demi-heure, il va mourir. Là. Hein? Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait le cheval pour transporter une charge lourde, c'est-à-dire des marchandises, et on marchait à côté du cheval. Donc, ça y allait à pied, 5 km/h, tu sais, je veux dire. Puis, personne qui avait d'espadrille, hein, faire du jogging. Donc, on marchait à pied. Ça allait à 5 km/h. Donc, je ne sais pas, retourner à partir du cégep, aller à Elmer ou même, je dirais, dans le Vieux-Hall ou à Gatineau. C'était une expédition. Donc, ça prenait la journée pour faire ça. Aujourd'hui, ben, je veux dire, même quand vous êtes pogné dans le trafic, ça vous prend une demi-heure. Tu sais? Donc, on a des progrès techniques du point de vue des transports, c'est spectaculaire. On a des progrès techniques du point de vue de la médecine aussi. Hein? Donc, le progrès de la médecine, c'est notre, c'est NOC. Là. NOC, c'est exactement ça. Mais la médecine, aujourd'hui, ben, on a de la pénicilline, juste pour dire, c'est incroyable ça. Hein? Donc, on soigne un paquet de maladies. Le taux de mortalité infantile était de 50 là. Vous savez que 50 des enfants ne se rendaient pas à l'âge de 5 ans, ils mouraient avant. Hein? Aujourd'hui, c'est vraiment des exceptions là, qui meurent. De la pénicilline, je veux dire, une petite égratignure, là, petite coupure de rien, ben, ça s'infectait, ben, ou que ça allait mal parce qu'on coupait le bras. Ça, c'est quand on a découvert les amputations. Puis on a trouvé le moyen de cicatriser ça en brûlant les bouts qui saignaient. Ben, ça, c'est quand même bien rien que pendant la guerre napoléonienne, hein, qui ont découvert les techniques d'amputation. Et autrement, ben, les gens, ils mouraient. Hein, on pouvait mourir d'une coupure comme ça. Donc, un progrès technique, un progrès politique, je veux dire, la vie aujourd'hui, il y a un système de santé qui n'est pas parfait, là, mais qui est quand même là. Il n'y en avait pas, je veux dire, il y a 150 ans. Hein? Un autre aspect de ça, je veux dire, c'est la participation citoyenne, hein? La participation au pouvoir qu'on a aujourd'hui est incroyable par rapport à ce qu'on aurait connu dans l'histoire. Hein? Je veux dire, on revient il y a 2000 ans, là, on aurait tous dans la classe, peut-être une ou deux personnes n'auraient pas été des... Mais nous, on a... Mettons que toute la classe aurait été des esclaves. On aurait été des esclaves à l'Empire romain. À partir du Moyen Âge, donc le christianisme, d'une certaine façon, interdit l'esclavage. On devient donc ça s'appelle des serfs, donc ce qui était des paysans à l'époque. On était quand même la propriété du seigneur, puis du noble qui nous possédait. Puis ils ne pouvaient pas nous vendre et nous déplacer. C'est ça la différence par rapport aux esclaves. On était pognés pour rester là. Ils pouvaient vendre la propriété.
Mais en tout cas, on le faisait jamais. Après ça, avec la Révolution, on est devenus des citoyens. En fait, les hommes qui avaient de l'argent étaient rendus des citoyens, puis ils avaient le droit de vote. Après ça, ça a été tous les hommes qui ont eu le droit de vote. Après ça, on l'a donné aussi aux femmes. Et ça, c'est quand même récent. Donc, tout ça, ça peut être vu, en fait, comme un progrès, comme une amélioration. Donc, et on l'a du côté social. On a des vacances aujourd'hui. ce que les ouvriers du 19e siècle n'ont jamais eu, des vacances. Ils travaillaient 6 jours par semaine toute leur vie. Hein? Ça n'arrêtait pas. Hein? Donc, nous, on a quand même des vacances. Ça commence à 2 semaines. C'est quand même pas pire. En France, ils ont 4 semaines de vacances. Donc, les choses s'améliorent. Et moralement aussi, je dirais, on a une sensibilité morale qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je veux dire, dans les années 70, là, torturer des animaux, c'était comme... C'était même pas une question. C'était même pas une question morale. Là, je veux dire, on prenait un bat de baseball et on battait les grenouilles. Là, j'ai déjà vu du monde mettre du gaz sur un chat et de l'allumer. Et ça posait même pas de problème moral. Aujourd'hui, on est horrifié par ces comportements-là. De la même façon qu'aussi, je dirais, les rapports entre les hommes et les femmes se sont beaucoup améliorés, ont progressé, donc ont évolué. Donc, il y a des progrès qui ont été faits. Est-ce que ces progrès-là, on va être capable de les conserver? Est-ce que ça va peut-être se tomber dans le contraire du progrès, ce qui est à dire un regret? Hein? Donc, GRE accent grave S. Donc, pour l'avenir, on ne le sait pas. Mais ce qui est important, je pense, c'est que dans les œuvres qu'on va étudier, la plupart des gens, des auteurs, adhèrent à cette idée-là qu'il y a un progrès et c'est ce dont on va nous parler, entre autres. La pièce de théâtre Knock, ça s'appelle Le triomphe de la médecine. Okay. Donc, je ferme mon progrès et je vais entendu parler déjà, surtout si vous étudiez en sciences humaines comme ça, je suis certain que vous avez entendu parler de l'industrialisation. Donc, l'industrialisation, c'est l'augmentation de la capacité de production industrielle. Donc, par différents moyens, donc peut-être en tout cas, au moins ces moyens-là, la spécialisation, c'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui deviennent qualifiés puis qui vont faire juste une chose, comme ça à la place, par exemple, d'un agriculteur, d'un fermier qui fait tout sur la ferme, comme ça, avec une rationalisation. Donc, on rentre des notions de rationalité dans la production en se disant que le but est de produire au maximum. La mécanisation, c'est-à-dire l'utilisation des machines, et qui est corollaire à l'utilisation des énergies fossiles. Vous connaissez les énergies fossiles. La principale aujourd'hui, celle qui pose problème, en tout cas, c'est le pétrole. Hein? Et en fait, le charbon pose bien plus de problèmes, mais on n'a pas ici, on n'est pas conscient de ça, mais il y a quand même une bonne partie de l'électricité mondiale qui est faite avec du charbon, en Chine surtout. En fait. Donc, comment on ronge, je dirais, le monde du travail ici, comment le monde du travail va se moderniser. Donc, on est toujours dans la campagne, dans notre répétition, dans notre idée qu'on est autarcique à la campagne, c'est-à-dire qu'on arrive à produire les biens qu'on a de besoin soi-même, c'est-à-dire on a besoin d'une chaise, ben OK, on va en faire une. On n'est pas trop bon, mais on va gosser, on va prendre notre temps, on va aller couper des arbres. Donc, ça devait prendre, je ne sais pas, plusieurs mois pour construire une chaise, mais à la fin, ben, il y a cette chaise-là qui appartient donc à la famille d'agriculteurs, puis le monde sont bien heureux de s'asseoir dessus. Hein? Alors que ici, dans le monde de la ville, hein, où on croit au progrès, à l'amélioration des choses et où essentiellement on va acheter et vendre des affaires, donc on va
fabriquer cette chaise-là de façon industrielle. Hein? Donc, on va avoir des ouvriers qualifiés et spécialisés dans la production du dossier, puis dans la production des pattes, puis un autre zouf qui lui fait le siège, puis là, ils travaillent ensemble, puis on organise tout ça et on arrive à faire bien plus de chaises comme ça qu'on arrivait à le faire dans le monde artisanal. Hein? Donc, dans un monde de production artisanale et traditionnelle. Donc, on fait une chaise à la fois, comme ça. Et la chaise, ben, elle contient un petit peu la personnalisation, je dirais comme de l'artisanat, c'est personnalisé. On sait que c'est qui a fait la chaise et la chaise, elle est unique, c'est-à-dire que l'ensemble des chaises sont une diversité de chaises, alors que dans le monde industriel, dans la production industrielle de chaises ou de pelles rondes, en fait, tout est uniforme parce qu'on a trouvé une façon de standardiser et de spécialiser la chaise. Donc, on a beaucoup plus de chaises, hein, mais elles sont toutes pareilles comme ça, et elles sont toutes, d'une certaine façon, dépersonnalisées. On ne sait pas c'est qui a fait la chaise. Hein. Donc, vous êtes sans doute présentement assis sur une chaise et vous n'avez aucune idée de qui a fabriqué cette chaise-là. Elle vient de où? Après, si vous avez une idée, bien, bravo, parce que vous connaissez quelqu'un qui fabrique des chaises. Hein? Des chaises industrielles, la production industrielle fait que tous les objets sont uniformes et impersonnels. Donc, j'arrête sur l'industrialisation et aujourd'hui, on dit c'est des sociétés individualistes. En fait, l'opposition à l'individu, en fait, c'est le groupe. Hein? Je pense qu'on dit du mal beaucoup de l'individualisme parce qu'on idéalise c'est quoi la vie de groupe, alors que c'est peut-être pas si le fun que ça. Hein? Donc, on parle d'individu et d'individualisation. Donc, les mots en isation, c'est toujours des processus. Donc, on va dire que l'individualisation, c'est le processus d'accroissement de l'autonomie de l'individu. Donc, l'individu ici, vous pouvez regarder ce processus-là comme, en fait, à partir d'un petit enfant, hein, donc qui est complètement dépendant, à quelqu'un qui est adulte aujourd'hui, puis qui est complètement affranchi, en fait, de ses parents. Alors que le petit bébé, il est complètement soumis à ses parents. Donc, ça, c'est l'individualisation, le processus d'autonomisation. Hein? Et il y a aussi l'individualisme, donc le système de pensée qui repose sur l'individu, où l'individu est le centre, je dirais, de la pensée. Je dirais une pensée personnelle, mais aussi, je dirais, une pensée politique en général. Donc, l'individualisme, c'est le primat, donc l'idée que l'individu est prime sur le groupe, l'individu est plus important que le groupe, hein, comme ça. Et l'individu est ainsi autonome parce que l'individu a des droits. Hein. D'ailleurs, vous savez, quand il donnait le droit de vote, il ne donnait pas le droit de vote aux femmes. Dans le fond, ce qu'il donnait, il donnait le droit de vote aux familles, puis il considérait que le bonhomme, là, c'était le père de famille qui était le chef. Hein, vous avez peut-être même déjà entendu cette expression-là, chef de famille, non? Hein, qui exerçait le vote au nom du groupe qui était l'individu. Donc, le droit de vote des femmes, c'est, je dirais, une manifestation de l'individualisme. Donc, l'autonomie de l'individu ici, donc c'est une autonomie de droit. Hein, donc, il y a une autonomie, je dirais, de l'intérêt qui est individuel. On a le droit d'avoir nos intérêts à nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se soumettre aux intérêts de notre famille ou de notre clan ou de notre paroisse ou de notre gouvernement, je dirais de notre nation, comme ça, donc de la population complète. Vous avez des intérêts, j'ai des intérêts, tout le monde a des intérêts personnels et individuels. Et l'individu a aussi une valeur individuelle, même quand il n'est pas dans sa famille ou quand il n'y a pas de lien avec un groupe comme ça. Un bon exemple, je dirais, du système individuel et de comment il réussit à s'implanter, c'est l'espace privé qu'occupe un individu. Hein? On est dans
dans la tradition. Donc, on retourne en France au Moyen Âge ou sous Louis XIV, ben, les gens vivaient tous ensemble. Hein? Personne avait sa chambre. Hein? Donc, on vivait tous dans la même pièce, le papa, la maman, puis les 14 bébés. Là. Hein? Donc, il n'y avait pas d'espace qui était privé pour l'individu. Remarquez comment ça a évolué. Mes parents, mon père, en tout cas ma mère, quand elle était petite, ben, il était 10 enfants chez elle. Donc, on est dans les années 30, dans les années 40. Ben, il y avait quand même une chambre pour les parents, puis il y avait 2 chambres pour les enfants, comme ça. Donc, il était quand même 4 par chambre. Hein? Mais néanmoins, il y avait des chambres pour enfants. Et aujourd'hui, ben, en fait, je ne pense pas que personne d'entre vous vivait à 4 ou partagez votre chambre avec 4 personnes. Hein? Donc, je dirais, vous avez chacun vos espaces privés, vos espaces individuels, comme ça. Et c'est un signe, justement, de l'individualisme. Hein? Et est-ce que, même si on est contre l'individualisme, on serait prêt à tout aller vivre tout ensemble dans la même pièce, tout dormir dans la même pièce? Ça, vous voyez, ça, je ne suis pas sûr. Même si on est contre l'individualisme, on aime quand même les bénéfices de l'individualisme. Donc, ici, regardons comment l'individualisme fait une rupture entre la tradition et la modernité, c'est cette conscience de cette rupture-là. Donc, on est toujours dans le monde de l'agriculture, de la répétition, et en fait, les gens survivent et survivent en tant que groupe. Hein? Donc, c'est-à-dire que le groupe, elle va se répéter. Hein? Les individus vont changer dans le groupe. Mais mettons que la famille, elle va rester. Peut-être que papa, il va mourir, mais je veux dire, il va naître un autre bébé là, qui va remplacer papa, qui un jour va vieillir et qui va lui aussi devenir un papa puis mourir comme ça. Et c'est comme le cycle de la vie où c'est d'une certaine façon pas si grave que ça, mourir. Parce que je veux dire, si on n'a pas, cette vision individualiste, c'est sûr que le groupe, hein, c'est-à-dire la famille ou je dirais le clan, va poursuivre. Alors que l'individu, si on l'isole comme ça, ben, l'individu, à un moment donné, il naît. Hein, et donc, il y a un temps linéaire, ça commence quelque part, il naît, puis après ça, il va vivre, puis après ça, il va être vieux, puis après ça, il va mourir. Je vous l'ai dit que vous alliez tous mourir? Ben ouais. C'est plate, hein? Bon, ben c'est ça. OK? Donc, ça devient, je dirais, dans la modernité, ça devient, je dirais, un fardeau dans la modernité. Et en ça, le poème de Baudelaire qu'on a étudié la dernière fois, hein, le temps qui passe, le temps qui mange la vie, hein, du point de vue du groupe, c'est pas si grave que ça. Bien sûr, le temps mange la vie, mais comme individu, t'es pas important et donc le groupe continue, se perpétue dans le temps. Il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Alors que la vie individuelle qui se termine à un moment donné, ben, tout d'un coup, là, ça devient tragique, cette idée-là. Hein? Donc, le thème du temps, donc le temps tel qu'en parle Baudelaire, donc c'est véritablement quelque chose de douloureux d'un point de vue moderne. Hein, d'un point de vue traditionnel. Ça ne veut pas dire que le monde, ça ne lui dérangeait pas de mourir. Là. Je pense que c'est toujours plate, là, mais je veux dire, c'était moins une angoisse profonde que ça peut l'être dans la société moderne. Comme ça. Et on passe, mais chose qui est, je dirais politiquement, on ne peut pas faire l'économie de ça. Donc, la bourgeoisie, c'est la classe sociale qui possèdent des choses. Ceux qui ont de l'argent. Okay? Donc, la bourgeoisie, c'est la classe sociale possédante. Okay? Donc, au départ, les bourgeois, c'était les gens qui habitaient dans les villes. C'est pour ça que le nom vient de là. Hein? Quand on dit un bourg, par exemple. Hein? D'ailleurs, je suis devant les portes Brandebourg. Hein? Donc, ça n'a pas rapport. Okay? C'est en Allemagne. Donc, un bourg, c'était donc une ville comme ça. Les bourgeois ont l'argent, ont le capital, donc c'est le terme que Karl Marx utilise, le capital financier, ont du capital culturel, c'est-à-dire ils sont capables d'acheter des livres,
Hein? Ils sont capables de s'acheter des œuvres d'art parce qu'ils ont de l'argent. Hein? Donc, de l'argent et ils possèdent, je dirais, des usines, ils possèdent des terres, donc ils possèdent des édifices, donc la bourgeoisie. Cette classe, donc, qui vit essentiellement de ce qu'elle possède. OK? La bourgeoisie, elle ne travaille pas. La bourgeoisie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle possède des choses. Elle peut peut-être travailler là, pour le mettre en valeur, mais c'est pas son travail qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est l'argent qu'elle a déjà. Donc, c'est-à-dire que si je sais pas, je fais bâtir des maisons, puis j'ai de l'argent, mais ça me prend de l'argent pour acheter des terrains, puis des matériaux, puis payer les employés qui vont bâtir la maison. Donc, moi, j'investis mon argent. Donc, ce que j'ai, c'est de l'argent. Donc, les autres bâtissent la maison et finalement, je la revends plus cher. J'espère plus cher, mais sinon, c'est pas un bon investissement. Donc, je la revends et là, j'ai un profit de ça. Mais essentiellement, ce qui me rapporte, c'est que j'ai pu acheter un terrain, puis des matériaux, puis payer des employés. Donc, c'est mon argent qui me rapporte de l'argent. Hein? À la différence du travailleur, de ce qu'on va appeler le prolétaire. Et lui, mais en fait, le prolétaire, c'est parce qu'il travaille. Hein? Comme vous et moi, je veux dire, si on reçoit un revenu, c'est parce qu'on travaille. Hein? Pas parce qu'on a de l'argent déjà. Ça, c'est pas ça qui nous paye. Donc, regardez comment ça se passe dans la rupture des classes sociales, dans la tradition, dans le monde d'agriculture. En fait, c'est la noblesse. C'est les nobles qui sont les propriétaires des terres agricoles, comme ça. Et la seule façon, en fait, d'augmenter son capital, son avoir, ben, c'est de faire la guerre. C'est de pogner le voisin, aller le tuer, puis mettre la main sur son terrain à lui. Hein? Donc, c'est essentiellement dans ce monde agricole et guerrier, en fait, c'est tout le Moyen-Âge. Donc, on a la valeur intrinsèque de la noblesse. C'est-à-dire que le noble, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour être noble? Il a besoin de naître. Il a besoin d'avoir des parents nobles. Et la noblesse, elle est, je dirais, la noblesse, elle est dans le noble. Hein? Tu sais, je vous ai donné tantôt l'image du moulin à viande, ben, si tu passes un noble dans le moulin à viande, ce qu'ils ont fait pendant la Révolution, donc, si tu passes un noble dans le moulin à viande, ben, le jus qui va sortir, il va être encore noble. Si tu passes ton bourgeois dans le moulin à viande, ça ne vaut plus rien, ce qui reste. Donc, c'est par la guerre qu'on va accroître, en fait, sa puissance et sa valeur et pas sa noblesse. On ne peut pas accroître sa noblesse, mais c'est comme ça qu'on va obtenir de plus en plus de terres, de plus en plus de propriétés. Alors que dans la modernité, on est dans un monde industriel, on est dans un monde de commerce, ce qui va permettre d'accroître la valeur des choses, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent, puis les autres vont travailler comme ça. Et c'est pourquoi, je dirais, les bourgeois, dans le monde traditionnel, les bourgeois, ils ont une très, très mauvaise presse. Hein. Vous connaissez peut-être la pièce de Molière qui s'appelle Le bourgeois gentilhomme. Ben, tout le monde rit de lui. Bon, c'est vrai qu'il est ridicule, mais je dirais que ça arrive dans un monde où les bourgeois ne sont pas valorisés tant que ça, parce que ce qui est valorisé, c'est la guerre. Puis pensez-y, d'un point de vue, je dirais, de macho traditionnel, là, à la guerre, moi, je suis un noble, donc c'est-à-dire que je n'ai pas peur de mourir, je peux rien perdre, en fait. Ma noblesse est comme garantie dans ma chair. Et moi, ce que je vais faire, c'est la guerre. Je vais vivre au grand air, puis je vais conquérir des territoires. Alors que, qu'est-ce qu'il fait le bourgeois? Ben, celui-là qui s'enrichit, ben, il fait du commerce, il vend des choses. Hein, puis faire du commerce, c'est quoi? C'est vendre ce qu'on a payé le moins cher possible, c'est de leur vendre le plus cher possible. C'est fourrer le monde, là. Hein? Je dirais d'un point de vue noble traditionnel. Donc, les bourgeois n'avaient pas bonne presse, donc n'étaient pas très valorisés dans le monde traditionnel. Mais là, tout d'un coup, dans le monde moderne, ça devient la classe sociale qui est dominante, comme ça. Donc, et la bourgeoisie, donc, on peut la séparer. En fait, on peut séparer les classes sociales en trois.
je dirais, aujourd'hui, la classe moyenne, elle est devenue très, très importante. Elle était peut-être moins importante au 19e siècle. Donc, on a le prolétariat, un terme encore qui est inventé, pas inventé, mais en tout cas, largement publicisé par Karl Marx. On a la petite bourgeoisie et la grande bourgeoisie. Donc, la différence entre la grande bourgeoisie et la petite bourgeoisie, je dirais que la grande bourgeoisie, je ne sais pas si vous avez entendu parler aujourd'hui du 1% le plus riche, donc de la population. Donc, vous savez que ce 1%-là, aujourd'hui, possède 50% de l'ensemble de la richesse partout, en fait, sur la Terre. Et à différents degrés. Alors que la petite bourgeoisie, c'est pas le 1%, mais je dirais c'est peut-être le 10-15% supérieur. Et évidemment, la petite bourgeoisie, elle est beaucoup plus proche en termes je dirais, d'intérêt et de valeur du prolétariat, c'est-à-dire du monde qui travaille, mais évidemment, elle va vouloir s'associer toujours à la grande bourgeoisie. Donc, la petite bourgeoisie, c'est déjà des wannabes grands bourgeois comme ça. Donc, ils en adoptent les valeurs. Donc, on a des classes sociales. Donc, la petite bourgeoisie, on va en parler parce que c'est un concept très important, je dirais, dans la littérature. En fait, de tout le 19e et le 20e siècle. Donc, c'est la classe inférieure de la bourgeoisie. C'est constitué de ceux qui ont un peu d'argent. OK? Donc, qui ont un peu de capital, c'est-à-dire des commerçants, donc qui possèdent en fait leur fonds de commerce ou qui possèdent, je dirais, leur stock comme ça. Hein? Des médecins qui ont des cabinets, des avocats, tout ça, c'est des petits bourgeois. En fait, le métier le plus petit bourgeois, tel qu'il est décrit dans la littérature, ça va souvent être des notaires. C'est l'exemple, je dirais, c'est l'archétype du petit bourgeois, donc le notaire qui est comme, je dirais, le représentant, je dirais, le plus petit bourgeois de tous les petits bourgeois. Comme ça. Donc, ce on va y reprocher d'abord à la petite bourgeoisie, c'est son conformisme. Hein? C'est-à-dire qu'elle veut absolument se conformer à l'image des grands bourgeois telle qu'elle est véhiculée. Hein? Donc, on veut être, tu sais, c'est comme un wannabe. Hein? Donc, ils veulent être comme les grands bourgeois, conformistes, et donc, ils vont vraiment, évidemment, reprendre, en fait, tout ce qu'il faut dire et tout ce qui convient, je dirais, à l'ordre social. Et on va aussi beaucoup lui reprocher la petite bourgeoisie, je dirais son éthique, sa morale, hein, qui est basée sur l'utilité. Hein, c'est-à-dire, on peut-tu faire de quoi avec ça? Est-ce que ça peut me rapporter? Si oui, ben, c'est payant, donc c'est bien. Donc, et ce qui ne me sert pas, et ce qui ne sert à rien, donc va être réprimé, va être considéré mal. Regardez dans ça ici, les petits bourgeois, c'est à eux, et c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, la sexualité, ça devient quelque chose qui est mal. Hein. Dans un monde traditionnel, ben, il y a appelons le Gino, qui est en arrière de sa charrue, en train de labourer son champ dans sa Toscane natale, et puis il passe Esmeralda, hein, comme ça, fait que, ah ouais, on s'en va en arrière dans le petit buisson, puis c'est pas un problème. Hein. Dans le monde moderne, donc essentiellement, les gens travaillent dans des usines, donc il ne faut pas qu'ils arrêtent la chaîne de production pour aller baiser en arrière comme ça. Donc, tout d'un coup, la sexualité, ça devient quelque chose de mal. Et surtout, ben, en fait, ça sert à rien, là. C'est juste du plaisir, OK? Donc, je dirais à la fois la sexualité, à la fois l'art, la littérature, tout ça, c'est dévalorisé par la petite bourgeoisie parce que c'est pas utile. Je veux dire, c'est simplement comme une distraction comme ça. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le monde travaille. Hein, et nous fasse plus d'argent.
Donc, le petit bourgeois va être, je dirais, la tête de turc de l'ensemble des écrivains, à tel point que on dira que le petit bourgeois ou la littérature, c'est la mauvaise conscience de cette classe sociale, hein, parce que, faut pas se le cacher, les auteurs sont issus de la petite bourgeoisie. Les auteurs ne sont pas issus du prolétariat de ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent, ils ne savent pas lire, là, tu sais, hein? Ils ne savent pas écrire. Et puis les grands bourgeois, ben, sont tellement, ça, 1% là, donc, si peu nombreux que, dans le fond, ils ne peuvent pas en sortir. Il y en a des artistes qui sont issus de la grande bourgeoisie, comme Marcel Proust, mais essentiellement, les écrivains, les artistes sont des petits bourgeois et vont blaster les petits bourgeois, vont blaster leur classe sociale, comme ça. Donc, comme la bien-pensance. Et on va aussi dire essentiellement que le petit bourgeois, il est mesquin. Donc, mesquin, là, ça veut dire cheap. Hein? Donc, c'est l'image qu'on va en donner. Donc, je ferme ça et vous dites réponse littéraire et esthétique à la modernité. Donc, il va y avoir à la fois dans cette réponse à la modernité, donc les artistes vont parfois accepter la modernité, parfois contester la modernité, mais ça ne sera jamais facile. Hein? Et tout d'un coup, en fait, les artistes ne sont plus comme, je dirais, les représentants tout d'un coup du pouvoir et de l'ordre établi. Il va, dans l'art moderne, dans la littérature moderne, il y a comme un malaise fondamental de l'artiste face à l'ensemble de sa société. Donc, Baudelaire est le meilleur représentant de ça. Hein. Tout ce que je vous raconte là, sur la modernité, Baudelaire, en 1757, avait quand même déjà vu ça. Là. Puis il n'avait pas inventé la pénicilline ni les avions à ce moment-là, mais il avait déjà pressenti, il avait déjà compris tous les changements que ça apportait dans la société. Donc, la première chose, on va dire que l'écrivain va être en rupture avec la petite bourgeoisie, donc qui constitue son origine, mais aussi, en fait, son lectorat. Donc, c'est les petits bourgeois qui lisent les œuvres littéraires. Les autres ne savent pas lire. OK? Donc, cette petite bourgeoisie-là, donc, va constituer, ça va être le public de l'écrivain et l'écrivain... Okay? Et là, ça, c'est très drôle. On ne va pas arrêter de dévaloriser cette petite bourgeoisie-là. Donc, en fait, c'est Jean-Paul Sartre qui disait ça. Hein? La littérature, c'est le bout par où la petite bourgeoisie saillit. Hein? Et c'est pour ça qu'on va parler de mauvaise conscience. En même temps, on a aujourd'hui, regardez comment on peut avoir l'image d'un écrivain qui est nécessairement marginal ou d'un artiste qui est marginal, hein, dans son loft à New York comme ça. Je veux dire, on ne peut pas imaginer donc que l'artiste est rasé de près, il est mal habillé, il y a de la peinture sur ses vêtements. Imaginez-vous, par exemple, Éric Lapointe en train de tondre sa haie. Hein, de couper sa haie. C'est comme pas possible. Ou Lady Gaga en train de ramasser ses restants puis les mettre dans des petits casseaux Tupperware en plastique comme ça, puis mettre des petites étiquettes avant de les mettre dans le frigidaire. Non, ça, c'est des comportements de petits bourgeois comme ça. Donc, l'image qu'on a de l'artiste, c'est nécessairement un marginal, donc quelqu'un qui n'est pas un petit bourgeois. Et ça, c'est lié à, je dirais, le statut de l'artiste et de la petite bourgeoisie. L'autre chose qu'on va dire, c'est qu'on peut assez raisonnablement dire que le monde moderne, il est laid. OK? On s'en rend pas compte parce qu'on regarde pas tant que ça. OK? Allez sur le boulevard Maloney à Gatineau, là. Hein? Allez au cégep à mon campus Gabriel Leroy.
Allez, entrez dans une classe du cégep, regardez comme il faut alentour de vous. C'est d'une laideur sans nom, en fait, parce que c'est manufacturé de façon industrielle pour que ça soit vite fait et que il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment d'âme là-dedans. Je veux dire, tu sais, un plafond suspendu, là, parce que c'est pas beau comme ça. Donc, on va dire que le monde moderne, il est laid. Et ce qui est beau, et ce qu'on trouve beau, hein, dans le monde moderne, en fait, c'est ce qui nous ramène à la nature, en fait, ce qui nous ramène à la tradition. Hein. Parce que la nature, elle a quelque chose de spontané. On imagine la beauté comme quelque chose de spontané, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fait, de fabriqué en arrière et ça arrive comme ça. Hein. Regardez comment on va dire que si on vous demande qu'est-ce qui est le plus beau entre un feu de foyer, hein, ou une fournaise à l'huile. Hein. Tout le monde va prendre le feu de foyer. Hein. Entre un cheval et un tracteur John Deere. Hein. Donc, il n'y a pas personne qui va dire c'est beau le tracteur John Deere. Non, le cheval est nécessairement plus beau entre un chandelier et un néon comme ça. Donc, le chandelier est plus beau que le néon. Hein. Donc, l'image qu'on a, là, en fait, et là encore, c'est la pensée de Charles Baudelaire. Donc, la beauté, la modernité, c'est un exil dans un monde laid. Et c'est les artistes qui ont la charge dorénavant de faire du beau. Évidemment, la nature fait du beau. La nature, elle est spontanée, comme ça. Hein? Un exemple, par exemple, de là où on préfère la spontanéité à la fabrication, je dirais, c'est la chirurgie esthétique, des lèvres je dirais naturelles comme ça, sont toujours être plus belles que des lèvres botoxées, hein? Ou je dirais des implants, une augmentation mammaire va être moins belle que des seins naturellement gros, en tout cas. Peu importe les goûts qu'on a dans ce domaine, on va toujours préférer, en fait, là où ça vient spontanément, de façon naturelle, comme ça. Donc, le monde moderne, il est laid. Les artistes recréent, en fait, la beauté à travers l'art, à travers la poésie, entre autres. Et c'est ce dont va parler le poème intitulé Paysage. Et je vais simplement, ce ne sera pas un travail à remettre ou à penser, simplement